Monsieur le ministre, nous avons appris à travers les médias qu'en date du 27 juin dernier, suite à une décision de la justice américaine, le cabinet d'avocats White & Case avait tenté d'assigner personnellement Madame l'épouse du chef de l'État au sujet d'une affaire qui opposerait Monsieur Mohsen Odjedj à l'État congolais. Alors, quelle a été la réaction du gouvernement congolais et qu'en est-il exactement de cette affaire qui opposerait M. Odjedj à l'État congolais? Et puis toujours à propos de cette affaire Comi Simpex, nous avons appris aussi, il y a de cela 6 jours, la Cour d'appel de Paris a validé la saisie des avoirs du Congo. Et là aussi, nous voulons avoir la réaction du gouvernement. Merci beaucoup, Madame Itoa, pour vos questions. Vous avez raison sur les questions particulières que vous avez posées. Il y a des questions qui sont complexes, qui parfois sont mal comprises tout simplement de nos compatriotes, parce que le format par lequel elles sont répercutées, ces informations, par les médias nationaux ou internationaux, sont des formats tellement réducteurs qu'on ne peut pas en 1 minute 20, 30 secondes, 2 minutes maximum, aller à l'essentiel de dossiers parfois complexes. Donc, vous avez posé une première question concernant ce que vous avez appelé l'assignation en justice de la première dame de la République du Congo, Madame Antoinette Sassou Nguesso. Bon, là déjà, je tiens à rectifier complètement les choses. Il ne s'agit pas d'une assignation en justice. Vous voyez, ce n'est pas la justice qui a convoqué Madame Antoinette Sassou Nguesso aux États-Unis. Ce n'est pas la justice américaine. Je vous explique pour que nos compatriotes le comprennent. Chaque pays ou chaque tradition juridique a des procédures précises en matière d'instruction de dossiers. Nous, au Congo, nous avons pris la tradition française, c'est-à-dire que la production ou l'administration de la preuve dans un conflit ou dans un litige, cela est fait sous le contrôle étroit du juge ou du tribunal. C'est notre tradition juridique. Aux États-Unis, la tradition juridique qui est issue de la common law anglaise d'abord et des traditions juridiques proprement américaines est totalement différente. Eh bien, aux États-Unis, quand quelqu'un est en litige avec une autre partie, ses avocats ont le droit, quand quelqu'un qui pourrait être proche de la partie contre laquelle il y a un litige se trouve sur le territoire américain, il a le droit de faire convoquer cette personne dans son cabinet à lui, avocat, pas à la justice, dans son cabinet. C'est-à-dire que, à partir du moment où la première dame du Congo était en déplacement officiel, comme vous le savez, elle était en visite officielle aux États-Unis, les avocats de M. Odjedj et de ses associés, ayant appris certainement par la presse que la première dame du Congo était sur le territoire américain, ils ont décidé d'obtenir l'autorisation légale, telle que prévoit la loi américaine, pour lui transmettre une convocation dans leur bureau à eux, le cabinet de l'avocat. C'est ça. Donc il n'y a pas de justice ou une convocation devant un tribunal. C'est la loi américaine. Bon, une fois que l'on dit ça, c'est déjà pour tordre le cou à l'idée qu'il y aurait une sorte de procès qui pourrait impliquer la première dame du Congo. Non. Ça, c'est la procédure. Maintenant, sur le fond, parce que l'affaire, sur le fond, par contre, est totalement scandaleuse. Là, maintenant, je parle du fond. L'affaire est totalement scandaleuse. Pourquoi l'est-elle? Je ne parle encore une fois pas du litige qui dure manifestement depuis une vingtaine d'années entre Comi Simpex, M. Odjedj, et l'État congolais. Je dis bien l'État congolais. Elle est scandaleuse, cette convocation. Pourquoi? Parce que, comme vous le savez, la première dame n'a pas un statut constitutionnel qui en fasse un agent de l'État. Il n'y a pas dans la Constitution congolaise, du préambule de la Constitution jusqu'au dernier article de la Constitution, une disposition qui prévoit un statut de la première dame. La première dame, d'un point de vue juridique,
et c'est une coutume et une tradition internationale sur le plan diplomatique, a un statut qui se rapproche de celui de son mari, de son époux, de son conjoint, parce que l'époux, le conjoint est chef d'État. Mais c'est une coutume, c'est une tradition, une courtoisie. Mais il n'y a pas, du point de vue juridique, chez la première dame, un statut d'agent public. La première dame est une personne privée. Alors, je dis que c'est scandaleux, pourquoi ? C'est scandaleux parce que je fais une anecdote, pour que nous nous comprenions. Je fais une anecdote. Quand cette affaire a été annoncée par les médias internationaux, qui se reconnaissent, les mêmes qui régulièrement véhiculent des informations, surtout quand elles sont négatives sur le Congo, mon épouse, c'est une anecdote privée que je me permets de donner, parce que je crois que ce que mon épouse m'a posé comme question correspond en réalité au questionnement que se font les Congolais eux-mêmes sur cette affaire. Mon épouse me dit, mais à quel titre la première dame a été citée ? Je ne comprends pas. Pourquoi on va citer la première dame pour une affaire qui concerne l'État ? Et je lui ai dit, je crois que c'est une aberration. Et je lui ai cité un exemple pour qu'elle comprenne. Je lui ai dit, imaginons que moi, qui suis ministre de la Communication et des Médias, mon ministère est un litige avec une société qui nous a fourni, par exemple, des ordinateurs. Et que cette société, un jour où toi, mon épouse, tu déambulerais dans la rue quelque part aux États-Unis ou en Europe ou je ne sais où, brusquement, quelqu'un viendrait avec un papier te convoquant dans le bureau d'un avocat pour te dire vous êtes convoquée, Madame Mongala, puisque vous êtes l'épouse du ministre de la Communication du Congo, pour aller expliquer quels sont les biens que vous connaissez du ministère. Il y a quoi comme biens du ministère ? Ils sont où ? Parce que nous, on veut les saisir. Est-ce que vous connaissez, vous qui êtes l'épouse du ministre, les biens du ministère ? C'est ça qu'on dit dans l'assignation, la convocation de Madame Sassou Nguesso par cet avocat. Alors, je pose la question, donc quand vous voyez cet exemple que j'ai cité à mon épouse pour qu'elle comprenne, elle me dit, bien entendu, je ne connais pas les biens du ministère de la Communication, je ne suis que l'épouse du ministre de la Communication. Eh bien, de même, la première dame du Congo n'est que l'épouse du président de la République. À quel titre connaîtrait-elle les biens du Congo qui seraient à l'étranger ou ailleurs ? Et a-t-elle vocation à les connaître ? Non, elle n'a pas vocation à les connaître. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ces Américains, cet avocat dit, non seulement vous devez nous citer où sont les biens du Congo à travers le monde, on va dire pourquoi pas, parce que c'est l'épouse du chef de l'État, peut-être qu'elle a entendu son époux parler de choses qui relèvent de l'État, pourquoi pas. Mais là où ça déborde, c'est qu'on ajouterait, et c'est l'exemple que je donne toujours à mon épouse pour que nous comprenions et qu'elle a bien compris quand je lui ai donné, on va ajouter Madame Mongala, non seulement vous devez nous dire où sont les biens du ministère de la Communication, mais aussi vous devez nous donner la nature des biens de vos enfants à vous-même, de vos neveux, de vos nièces et de tous ceux qui sont dans votre entourage. Parce qu'on soupçonne que tous ceux-là peuvent aussi avoir caché les biens du ministère de la Communication. Donc ça veut dire qu'on demande à la première dame du Congo, non seulement de faire part des biens de l'État qui seraient, je ne sais pas où, à l'étranger, alors qu'elle n'a pas vocation à les connaître, elle n'est qu'une personne privée. Mais en plus, on lui dit, il faut donner les biens de tous les membres de votre famille. Alors il faut savoir, si on dit que la dette est celle de l'État congolais, mais attaquons l'État congolais simplement. N'attaquons pas une personne privée, fût-elle l'épouse du chef de l'État. Qu'est-ce qu'elle a à voir avec cette affaire ? Absolument rien. Et d'ailleurs, le média qui a répercuté, qui s'est empressé de répercuter l'affaire, a pris soin lui-même, le lendemain, de dire « Oui, mais attention, la première dame du Congo n'a rien à voir avec l'affaire. Elle n'est pas en cause. » Mais alors pourquoi est-elle citée alors ? En matière juridique, si on vous dit à la fois qu'on vous cite pour donner des preuves, mais qu'en même temps vous n'êtes pas concerné, quel est l'objet de la citation alors ? Vous êtes étranger à la cause. C'est ce qu'on dit en matière juridique. Vous ne pouvez pas à la fois avoir quelqu'un dont on dit « Donnez-nous des preuves », y compris des preuves qui n'ont rien à voir sur la fortune éventuelle de vos parents, vos enfants, vos neveux, vos nièces, vos petits-enfants, et en même temps dire « oui, mais elle n'a rien à voir avec l'affaire ». Alors il y a quelque chose de boiteux. Et ce qui est boiteux, c'est qu'en réalité, ce n'est pas une assignation pour obtenir la vérité judiciaire ou juridique, c'est une assignation dans le cabinet de cet avocat qui a été faite de manière vexatoire. C'est-à-dire qu'elle a été faite pour humilier les autorités du Congo. Eh bien non, le Congo, à travers le gouvernement de la République du Congo,
rappelle des principes qui sont des principes élémentaires, qui relèvent d'abord pour la première dame d'un statut diplomatique qui relève de l'immunité de juridiction à partir du moment où elle est l'épouse du chef d'État du Congo en exercice. C'est ce que maître Bernard Dupré, je crois l'avocate de la première dame, a dit sur les antennes de cette radio internationale qui l'interrogeait. Il y a cette tradition. Donc le gouvernement, à travers ma bouche, rappelle cette tradition. Je ne crois pas qu'aujourd'hui, en droit interne américain, quels que soient les litiges que l'État fédéral américain pourrait avoir avec une entreprise, fût-elle la plus puissante des États-Unis, je ne crois pas qu'un Américain accepterait que la première dame des États-Unis soit assignée en justice pour aller témoigner dans une affaire qui concernerait l'État fédéral parce qu'elle serait juste l'épouse du président des États-Unis d'Amérique. Donc je tenais ici à dire à nos compatriotes, à travers la question pertinente que vous avez posée, que cette affaire n'est que cela, en ce qui concerne le volet américain. Et vous voyez même que ce que je dis est pertinent, c'est que les mêmes qui ont cité la première dame du Congo à aller à leur cabinet le 27 juin, parce que je vous rappelle que l'assignation à comparaître dans ce cabinet avait été déposée à la première dame quelques semaines avant, quand elle était aux États-Unis. Les mêmes ont bien dit, si elle veut rentrer au Congo, elle peut rentrer. C'est-à-dire qu'elle était libre de recevoir le papier et de partir, et elle est partie, sans que personne, parmi les autorités judiciaires ou policières des États-Unis, n'ait les moyens juridiques de l'empêcher de sortir des États-Unis. Ce qui vous montre qu'en réalité, il n'y avait rien de contraignant. Il n'y avait rien de contraignant, c'est-à-dire rien d'obligatoire, et rien de judiciaire en fait. C'était la tentative de ce cabinet de tenter d'humilier l'État congolais selon le principe du harcèlement judiciaire, qui fasse que les gens nous attaquent aux États-Unis, en France, à Londres, et les mêmes, on a découvert là qu'apparemment, de manière opportune, l'associé de M. Odjedj était américain, ce qui a justifié apparemment l'engagement d'une procédure aux États-Unis. Demain, ils trouveront bien un associé chinois s'il faut nous attaquer en Chine, ou un associé guatémaltèque s'il faut nous attaquer au Guatemala. C'est donc cette forme de harcèlement qui a fait qu'on ait tenté, à travers la première dame du Congo, d'humilier la République du Congo. Maintenant, il y a le volet français. Le volet français est un peu différent. Je ne rentre pas dans les détails de l'affaire parce que, comme vous le savez, c'est une affaire qui est en justice et il n'appartient pas à un membre du gouvernement de la République, à ce stade, de procéder à des commentaires. Le Congo a des avocats, la République, l'État ont des avocats sur ce dossier, donc je ne ferai pas plus de commentaires. Je ferai juste ce petit commentaire, le seul, sur le volet français de l'affaire. Apparemment, la Cour de cassation, c'est-à-dire la juridiction française qui avait été saisie il y a quelques mois et qui a renvoyé l'affaire devant la Cour d'appel compétente en France, a donné à la Cour d'appel une injonction qui consiste à dire un État donc indépendant, le Congo, ne peut pas opposer à un créancier qui estime que l'État congolais lui doit de l'argent ce qu'on appelle les immunités de juridiction. C'est-à-dire qu'en termes clairs, aux yeux de ce juge-là, ce juge qui a été saisi, qui a rendu la décision dont vous avez parlé, Madame Mitoua, un État, quand il a des biens, ne fût-ce que son ambassade, les comptes bancaires de l'ambassade, ceux de la Pairie ou de l'OGES pour les étudiants congolais, par exemple, à Paris, tout ça peut être saisi, comme si l'État congolais était un acteur juridique, une personne juridique ordinaire, ne bénéficiant pas de l'immunité diplomatique. C'est ça la décision. Là encore, on a, et c'est mon seul commentaire, on a juste là la traduction judiciaire de la volonté de certains milieux et officines, là-bas, qui veulent dénier à un État souverain son caractère souverain lui-même. On le voit sur plusieurs affaires, d'ailleurs, je ne reviens pas sur ces affaires. Nous sommes confrontés à toute une série d'attaques judiciaires par les mêmes milieux. Eh bien, là, ce n'est que le énième épisode de cet état d'esprit
qui consiste à faire croire que l'État congolais aurait une souveraineté limitée, voire inexistante, et on pourrait comme ça, quand une affaire ne concerne que des Congolais ici, la juger n'importe où là-bas. Quand une affaire concerne un créancier privé qui dit que l'État lui doit, eh bien, on dénie à l'État la possibilité d'avoir une immunité diplomatique. L'État aurait, paraît-il, renoncé à cette immunité, paraît-il, il y a une vingtaine d'années. Bon, vous voyez, ce sont des guérillas judiciaires. Appelons ça comme ça. Ce sont des guérillas judiciaires. Bon, pour ce qui concerne l'affaire Odjedj, je prendrai une image. Il y a dans l'histoire du Moyen-Âge européen une grande guerre qui est très connue en Europe qu'on appelle la guerre de 100 ans. Celle qui a opposé, pour des raisons diverses, la France à l'Angleterre. Et elle a duré presque une centaine d'années. Dans la guerre de 100 ans, il y avait des batailles. Une fois, c'est les Anglais qui gagnaient, le lendemain, c'était les Français, après, c'était encore les Anglais, puis encore les Français. Là, cette affaire, Odjedj, c'est un peu notre bataille judiciaire de 100 ans. Un coup, Odjedj va gagner, un coup, le Congo gagne. Bon, c'est tout ce que je peux dire là-dessus. Il n'y a pas mort d'homme. Il y a simplement une affaire qui n'est que la traduction d'un état d'esprit qui consiste à vouloir harceler le Congo et pour les officines qui sont derrière, à dénier à la République du Congo son statut d'État souverain. Une équipe d'avocats pour donner une réponse conséquente à cette affaire, ou bien l'attitude seule de la première dame suffit comme réponse des autorités congolaises? C'est ma première question. Je profiterai de cette conférence de presse vous poser une question sur l'appel ou les appels au dialogue que lance la majorité politique, l'opposition et même la société civile afin que les acteurs politiques puissent s'asseoir pour regarder, disent-ils, donc les acteurs politiques, l'atmosphère post-électorale après l'élection du 20 mars. Vous avez autrefois dit qu'il n'était pas question pour le gouvernement